Bonjour à tous. Donc, le budget du RESP ayant été largement entamé par le séjour en Thalasso, vous allez gagner une bourriche d'huîtres de Cancale. Alors, je vous présente Arnaud Triomphe, qui est éleveur de trotteurs dans le Calvados. C'est ça. Donc le contexte, donc on est fin novembre, donc c'était la semaine dernière. Donc moi j'élève une dizaine de juments trotteuses. Et dans mon lot de juments, j'ai une poulinière pleine qui a présenté des pertes vulvaires. Donc évidemment, j'ai appelé mon vétérinaire. C'est-à-dire toi-même. Non, mais je pouvais pas, t'es venu, Xavier. J'étais encore en congrès. Donc sur place, qu'est-ce que tu as pu observer ? Eh bien, tu m'as dit que c'était une jument qui avait 6 ans, qui était pas trop en forme il y a une semaine. C'est pas bien, dis donc. Ben non. Mais pas je crois qu'il y a eu un petit problème commercial d'approvisionnement. d'approvisionnement. C'est pas que ma faute. Voilà. Elle n'a pas eu son rappel de vaccin cette année. Les pieds sont pas trop entretenus, mais bon, oui, c'est les trotteurs. J'ai rien dit sur le coup, mais bon. Elle a été déférée toute sa carrière. Elle vit au pré et sa prise alimentaire n'est pas contrôlée. Non, c'est l'extensif. Diplomatique, mais bon. C'est pour les endurcir. Alors, que fait le vétérinaire ? Alors, un examen clinique, un vermifuge, un vaccin ou une palpation transrectale. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là ? Non, bouge plus. Non, reviens. Ah, j'ai rien fait, moi. Qui a le bip ? Et je ne fais rien. Oui, normalement, elle est gestante. Oui. Elle a été confirmée pleine à 45 jours. C'est une jument pleine. Ça marche pas, il est pas ouvert avant. Ça dépend de moi ou pas, non ? Oui, excusez-nous, il y a un petit problème technique. On va passer à la question suivante. On n'aura pas la réponse pour celle-ci. On verra si ça marche après. Ah, d'accord. Pas le vote. On aura la réponse ici, pas le vote. Bon, donc je passe, hein ? On est d'accord. Donc, écoutez, vaccin, vermifuge, on a déjà parlé de ça en long et en large. Évidemment, un examen clinique et une palpation transrectale s'imposent. Voilà ce que je fais. Donc la jument, elle est vide. Elle présente des discrètes pertes vulvaires. Et sinon, en dehors de cela, l'examen clinique ne révèle pas d'anomalie majeure. Et l'état corporel de la jument est bon, malgré sa prise de nourriture aléatoire. Et ses pieds non parés. Alors, je prends des renseignements quand même épidémiologiques, c'est important. Donc, l'éleveur n'a pas retrouvé d'avorton de placenta dans le pré où est la jument. La jument est avec 2 autres poulinières. Elle n'est pas manipulée régulièrement, on insiste un peu lourdement. Mais... Elle n'a pas bougé de l'élevage depuis plusieurs mois. Elle est dans un grand champ en bord de rivière avec des bosquets et un abri sur paille avec un hangar de stockage du fourrage. Il y a un élevage de poneys qui est à environ 1 km. Ouais. Et le fourrage est stocké quand même. Oui. Alors, ça va marcher là ? Ah merde. Alors, quelles sont les hypothèses diagnostiques ? Excusez-nous, on va avoir un petit souci sur ce cas-là et du coup les votes vont pas marcher, mais vous aurez quand même les réponses, mais pas les pourcentages. Ah, on peut faire à main levée, hein, bon. Histoire de bien cibler ce compteur comme ça. Allez. Donc je propose de garder les huîtres pour moi. Bon, et Arnaud. Allez. Donc, qu'est-ce qui pense que ça peut être une maladie virale abortive ? Bon, pas mal. Une infection bactérienne abortive, placentite ou leptospirose. D'accord, pareil. Torsion de cordon. Un peu moins. Bon. Un déficit hormonal. Bon, tout le monde est vacciné. Bon, là, ça y est, là, ça y est, je crois que... Il y a au moins un message de Je crois qu'il y a au moins, voilà, ce message-là est passé, c'est bien. Un parasitisme trop important ou une autre infection indéterminée. Personne. Un traumatisme. Pourquoi pas. Allez, bon, quelques mains levées pour le traumatisme. Ouais.
Bon, donc déficit hormonal, non. Parasitisme, non. Traumatisme, non. On ne va pas insister. Alors, une infection virale, bactérienne ou autre, oui, c'est toujours possible. Une torsion de cordon, absolument. C'est une cause très fréquente d'avortement, comme nous l'a expliqué, non infectieux, comme nous l'a expliqué qu'est-ce que tu me proposes ? Claire. Qu'est-ce que je te propose ? Voilà. Alors, je te propose éventuellement de faire un lavage utérin et une surveillance attentive. Ouais, je vais m'améliorer. Qu'en pensez-vous ? Vous voulez pas la laver ? Oui, Non, bah, j'ai une barre de gynéco, hein, je tiens à préciser quand même. quand même. Et de l'eau au robinet, hein, on peut. Dans le vent, on peut la laver. Il y a un tuyau d'arrosage, on a accès à l'eau quand même. Des examens complémentaires en laboratoire. Examen labo. D'accord. Un traitement antibiotique. C'est Non, pas automatique, ça, c'est bon. monsieur le représentant de l'ordre. Isoler la jument, la garder 3 semaines au box. Là, isoler, je pense que tout le monde devrait lever la main, normalement. Ah oui, bon, d'accord. Et mais elle a été aux courses hein, quand même. Et là, pour la dernière, vous pouvez lever la main parce que bon, c'est eux qui payent les huîtres, donc faire une déclaration au reste. Alors, les antibiotiques, plutôt non, hein, parce que d'abord, il n'y a aucun signe d'infection. Son examen clinique est normal, il n'y a aucune raison, et puis l'antibioprévention, c'est pas vraiment à la mode. Lavage et surveillance, lavage, oui, bien sûr. Je pense qu'en plus, laver l'utérus, ça peut éviter de faire des antibiotiques, justement. Et puis, ça permet d'éviter les complications et en même temps de s'assurer qu'elle est bien délivrée. Des examens complémentaires, oui, il va bien falloir savoir éventuellement de quoi elle est avortée. Isoler la jument, c'est une valeur sûre, on n'a pas le choix. Et faire une déclaration au RESP, bien sûr. Mais le petit problème, c'est qu'on n'a en fait que la jument sous la main. Donc on peut toujours déclarer. Elle a des pertes, donc on peut supposer que c'est pas. Ouais, les pertes normalement c'est quand même plutôt récent. Ouais. Oui, des pertes jaunes comme on a pu voir un peu sur la photo dans le cas précédent. Oui. Non, elle avait eu un petit coup de mou la semaine d'avant. Petit coup de mou. Mais sans perte. Avec les jumelles. Non, mais quand je bazarde le foin au tracteur, je fais le tour derrière comme ça. Bon, dis donc, ils sont pas cool. Bon. Tu peux lire le texte, je te laisse lire toi-même. Comme je suis un petit peu auvergnat d'origine, la jument elle est mise sous traitement, mais sans examen complémentaire. Et puis on a quand même mis en place des mesures sanitaires et isolé la jument. Alors on va parler un peu d'isolement. Bon là, ce sont des notions très générales, hein, que vous vouliez construire des box d'isolement dans votre clinique vétérinaire ou dans votre hara, ou etc. Je pense qu'au niveau de la conception, une des premières choses à faire, c'est toujours la signalétique. Hein. C'est vraiment le plus important. Après, si on peut prévoir un endroit pour se laver les mains et se changer, c'est évidemment important. Une place aussi pour nettoyer, désinfecter le matériel. Et puis toujours prévoir aussi un circuit d'élimination des déchets séparés. En ce qui concerne la gestion d'une structure d'isolement, il faut bien penser que tout matériel qu'on va apporter dans l'unité d'isolement, quelle qu'elle soit, ne doit dans aucun cas revenir dans la structure. Hein. Donc n'emportez pas votre téléphone portable. Aucun effet personnel, évidemment, dans l'unité d'isolement en général. Tout ça, c'est les principes de base. Hein. Après, c'est vraiment les choses dont il faut essayer de s'approcher au mieux dans la pratique. On sait bien qu'il y a toujours la théorie et la pratique. Il faut évidemment des vêtements protecteurs, que ce soit des combinaisons, des blouses, des gants, des surbottes. Et puis tout le matériel de base, jetable, qu'il va falloir prévoir pour les soins. Et bien sûr, il faut interdire l'accès à la fois à toutes les personnes extérieures et puis aussi aux animaux de compagnie qui peuvent traîner.
Quelles sont donc les précautions à prendre? Et, bon, une fois encore, la signalétique, hein, bien matérialiser la zone d'isolement, pour qu'il n'y a pas de bon ni de mauvais moyens, mais en tout cas, c'est pas mal. Bon, en général, on met un pédiluve. Le grand avantage que je vois au pédiluve, effectivement, en général, c'est de signaler l'endroit où on isole, la zone d'isolement, justement. Identifier le matériel, c'est pas idiot, hein, parce qu'on sait que c'est du matériel qui est contaminé d'emblée. Et puis utiliser ce qu'on appelle un kit de soins, hein, qui ne sortira pas avant la fin de la maladie, qui contient tout le nécessaire. Donc il faut vraiment bien prévoir à l'avance tout le nécessaire pour les soins. Et puis c'est toujours important, d'un point de vue humain, d'avoir un responsable, une personne qui est responsable des soins, parce que au moins il se sent concerné. J'ai pour toi sur la diapo précédente. Oui, je t'en prie. Sur la diapo précédente, effectivement, c'est pas toujours facile d'isoler dans un box. On n'a pas toujours un grand haras avec 4 stabulations, 4 barnes séparées. Est-ce que juste de se préparer un petit paddock isolé avec un abri, est-ce que ça peut suffire? Moi, je trouve ça très bien. Et puis, tu peux avoir une grande malle ou une poubelle ou n'importe quoi dans lequel tu mets de quoi te changer, de quoi, voilà, où tu as des gants, tu as tout ce qu'il faut. Et puis voilà. Hein, ça, et autre chose, ma fameuse jument, là, elle avait une couverture. Je fais quoi? Je la laisse sur elle, je la... Tu la brûles. Non, mais tu vas pas lui retirer pour me mettre, tu lui laisses. Oui, après, oui, un simple lavage me paraît pas forcément une garantie. Hein, machine avec du produit. Je ne sais pas. Oui, les désinfectants, non, tu peux la tremper dans je ne sais quelle à l'eau de javel. Ça me paraît pas mal. Donc, qu'est-ce qu'on va emmener dans sa structure d'isolement, quelle qu'elle soit, hein, donc, toujours évidemment des gants à usage unique, des surbottes, une combinaison, une casaque ou peu importe, évidemment des désinfectants, du gel hydroalcoolique pour les mains, c'est quand même très efficace et beaucoup plus facile finalement que de se laver les mains, et puis tout ce qu'il faut pour les soins, des sacs poubelles pour évacuer tous les déchets, tout ce qui a été contaminé. Alors ensuite, donc 3 semaines après le traitement, une autre jument donc du même lot avorte également. L'avorton et des fragments de placenta sont retrouvés cette fois-ci dans le pré. Et la jument 2 présente un examen clinique normal, à l'exception des muqueuses qui sont légèrement ictériques. Donc comme je suis à nouveau inquiet cette fois-ci, je crains une maladie contagieuse qui toucherait toutes les juments. Donc j'appelle à nouveau Xavier. Et je te signale que là, va peut-être falloir faire quelque chose, des analyses complémentaires. Il est indiqué que tu maintiens et renforces tes mesures sanitaires sur l'isolement des 2 juments, ce qui me paraît effectivement tout à fait judicieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer comme analyse? 1. Rechercher la métrite contagieuse. Bien. 2. Faire de la PCR sur l'avorton et le placenta. Hands up. Parfait. C'est bon, tout le monde est réveillé. 3. De la PCR sur la jument 1. Non. Non. Qu'est-ce qu'on ferait comme PCR? De toute façon, un écouvillon, ça ne nous donnerait pas grand-chose. De la PCR sur la jument 2. C'est bon. Un dosage hormonal. Bon, là, c'est bon. Des sérologies sur une des 2 juments ou sur les 2. Ou... Why not? Why not? Mais des sérologies de quoi? Oui. De Lyme. De fièvre cul. Alors, bon, la métrite contagieuse, ce n'est pas abortive, ou enfin peut-être, mais enfin pas à ma connaissance. Des PCR sur les juments, bon, c'est pas intéressant. Le dosage hormonal, on en a déjà largement parlé. Évidemment, on pourrait faire des sérologies éventuellement de rhino. 2 problèmes. Le premier problème, c'est qu'il y a quand même un délai de réponse. Et le deuxième problème, c'est qu'il faut faire obligatoirement une cinétique. Et en plus, on ne sait même pas à quel moment de l'infection on est. Donc même la cinétique n'est pas sûre de nous donner grand-chose. Et de toute façon, le temps qu'on ait les résultats, l'ensemble de l'effectif de Arnaud a pu passer du mauvais côté.
Donc, effectivement, on va faire la PCR, rhino, 1,4, AVE et artérite virale et lepto sur l'avorton et le placenta. C'est le protocole du RESP. Bah, c'est ça, voilà, Exactement. Donc on essaye de se mettre d'accord sur un budget d'analyse et puis en même temps je voulais te demander s'il y avait des organismes d'aide au financement des examens complémentaires parce que je suis un petit peu en difficulté. Le RESP. C'est dur l'élevage du trotteur. Oui, c'est ça. Certains GDS dans certains GDS départements, je pense, proposent. Je ne suis pas bien informé, mais je sais qu'ils proposent. Il y en a dans la salle. Ils proposent des aides, mais je ne sais pas si c'est plus avantageux que le RESP en fait. Alors, il faut être adhérent. Donc, je pense que les éleveurs qui ont des bovins en même temps, ça peut être intéressant. Parce que c'est 100%. Hein, oui, c'est 100% ça fait 50 prise en plus charge. 50. Voilà, donc 100. Voilà. Et dans l'Orne aussi, ils font ça, non? Oui. Il me semble qu'il y a le GDS dans l'Orne aussi. Donc, on envoie tout ça au RESP, puisque j'ai la grande chance d'être un vétérinaire sentinelle, vigilant. Donc, ça, vous connaissez par cœur. Ça va demander 2 secondes. Quelles sont les analyses incluses dans le protocole RESP? Avortement. Coggins, PCR pyro, anaplasmose. Niet. Bon, ça, c'est le syndrome pyro-like. Sérologie, HV, des séros, non. Les PCR, oui. Sérolepto, on faisait ça au début, la sérolepto. Dans le premier protocole, c'était une sérologie de leptospirose. Recherche de métrite contagieuse, bon, ok, non. Et recherche de métrite contagieuse, ah oui, par culture, oui, non, bah, je pense qu'on peut passer. Donc, voilà. Allô. Capricieux. Donc, on oublie les sérologies. Pourquoi tu oublies les sérologies? T'aimes bien les prises de sang? J'aime bien les prises de sang. Puis, s'il y a un pyro-like et puis qu'elle me fait un coup de 40 degrés, ça peut pas me la faire avorter, ma jument? Alors d'abord, tu vas devoir payer pour ça, parce que ça n'est pas dans le protocole. Ensuite, c'est vrai qu'on fait quand même une prise de sang. Hein, on est d'accord, Albertine? Mais pas pour le reste. Pas pour les analyses de routine. Et pas pour le des reste. visées c'est si je veux t'enquiquiner, quoi. De recherche. Et on peut toujours faire des sérologies, mais on risque d'avoir des gros problèmes d'interprétation, je pense. On va vers les ennuis. Alors, quels sont les prélèvements associés à ces analyses dans le protocole? Ah oui, qu'est-ce qu'on prélève en gros? Donc l'avorton, oui. Les annexes embryonnaires, un échantillon d'urine, un écouvillon utérin. On le faisait au début, l'écouvillon utérin. On l'a fait les premières années, mais c'était à titre de recherche justement pour voir si ça avait un intérêt, et ça n'a aucun intérêt. Donc sérologie, non, on l'a vu, et du sang sur EDTA. Pour stocker, donc ça, il faut y penser. C'est pour la recherche, mais c'est important, ça ne coûte rien, et voilà. Et les prélèvements formolés, c'est réalisé au RESP? Oui, c'est bon. Enfin, au labo. On les envoie. D'accord, on les envoie nature et ils sont. Non, il faut les envoyer formolés. Donc, soit vous avez la chance d'être à proximité de dosulés. Oui, il faut les deux. Donc c'est le vétérinaire qui prépare les. D'accord. Soit si vous n'habitez pas près de dosulés, eh bien vous faites vos reste un peu de prélèvements, formol pour le traitement. foie, poumon et j'ai oublié le troisième, rein. À la fois en frais et en formolé. Voilà. Donc le prélèvement de sang, voilà. Donc je reçois les résultats, donc je t'appelle aussitôt pour te dire que malheureusement... On a retrouvé quand même des sérovars leptospirose positifs. Donc, Oui, non, attends, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu n'y connais vraiment rien. Tu es vraiment un éleveur très éleveur. Ah bah si, moi j'ai le labo, je vois du 1/200 à 800. Non, mais attends, ça c'est l'eau de jument, tu as tout mélangé. Donc, alors, on reçoit les résultats de la PCR qui est positive sur le placenta pour la lepto. Donc là, on est sûr, c'est une sensibilité, une spécificité, je pense, absolue. Donc, on est sûr que c'est un avortement à leptospirose.
Donc, du coup, on fait une prise de sang à la jument numéro 1 pour savoir. Et voilà effectivement le résultat. Donc on fait la Le- prise de le sang petit 15 tableau. jours après, 3 Et semaines là, donc, après. on est facilement 3 semaines après l'avortement de la jument 1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ces résultats de sérologie? Vous les avez à peu près visualisés, c'est bon? Le tableau. Donc, on est très fortement positif en grippotyphosa. Donc, ça veut dire qu'on a une infection ancienne avec différentes souches de leptospire. Et la sérologie ne permet pas de dater une infection. Réponse 1. Une personne, mais pas la moindre. Grand spécialiste. Réponse 2. Une infection par grippotyphosa et des réactions croisées avec des faux positifs pour les 3 autres sérovars. Réponse 3. Des infections récentes par grippotyphosa et des infections anciennes par les 3 autres sérovars. Ou une infection par les 4 sérovars. 3 et 4. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de réponses quand même, globalement. Hein. Ils n'ont plus le boîtier. Là, ils profitent qu'ils n'aient plus le boîtier. Alors, les réactions croisées, ça n'existe pas. Hein. Chaque sérovar, si c'est positif, un sérovar, c'est censé ce sérovar-là. Hein, donc, on a des positivités anciennes aux 3 premiers sérovars et puis une infection récente par grippotyphosa. Donc, on a une très bonne spécificité. Hein, et on a identifié le sérovar. Voilà. Donc, il n'y a pas de réaction croisée, en fait. Hein. Donc le lot des juments 1 et 2 comprend une 3e poulinière qui est également pleine. Et 2 autres prés hébergent aussi des poulinières. Ils sont situés de l'autre côté de l'exploitation et sans accès à la rivière. Donc qu'est-ce que tu me conseilles? Il y a plusieurs possibilités. Traiter la jument 1, maintenant qu'on sait qu'elle a eu la lepto, avec des antibiotiques. La jument 2, on sait qu'elle a la lepto, donc on peut la traiter aussi avec des antibiotiques. Donc, est-ce que vous utilisez des antibiotiques? La 1 pour la 1. J'ai oublié de lui dire, mais la 2, elle est pleine de ridicage quand même. Alors tu fais quoi? Non, c'est la 3. Ah, c'est la 3? Attends, les moyens. Ah, mais j'en avais 2 de pleines de ridicage. J'en avais 2 de pleines de ridicage. Tu as les moyens quand même. Ah oui, vu que j'ai pas payé les analyses de Tu laboratoire. n'as pas encore payé la saillie surtout. Donc, t'es sûr? Bon, est-ce qu'on traite la jument 2 avec des antibiotiques? Oui. On maintient les juments à l'isolement? Oui. Est-ce qu'on traite préventivement la jument qui est pleine de rédicage? Oui, parce que c'est rédicage. Bon, tu t'expliqueras ça. Hein. Avec ton petit contrôle de pharmacie, tu lui diras. Après, surveiller la jument 3, vacciner la jument 3. Je pense que... Bon, surveiller la jument 3, c'est évident. La vacciner? Avec quoi? Bon. Consulter un médecin pour l'éleveur et sa famille. Pourquoi pas? Ouais. Bon, le traitement préventif de la lepto, ça n'existe pas. Le vaccin, il existe un vaccin qui est sorti cette année aux États-Unis, mais qui de toute façon ne concerne qu'un sérovar, c'est Pomona, qui est très fréquent là-bas. En France, je ne suis pas sûr que ce soit le plus fréquent. Hein. Et de toute façon, c'est qu'un sérovar, et c'est un vaccin qui est tout nouveau, tout beau. Et le vaccin chien concerne 2 sérovars qui ne sont pas très intéressants pour les chevaux. Donc, pas de vaccin contre la leptospirose. Consulter un médecin, non, mais il faut quand même savoir que c'est une zoonose. Donc, est-ce que tu as laissé tes enfants jouer avec la jument? Non, et je suis assez maniaque parce que par ailleurs, je fais d'autres activités, donc je mets régulièrement des gants. Parfait. Alors, traiter la jument 1, il faut savoir que, à mon sens, l'avortement peut arriver plusieurs semaines après la maladie, on est d'accord, hein? Donc, de toute façon, elle n'est plus en phase de leptospirémie, je pense. Et... Pardon? En revanche, l'excrétion urinaire est très longue. À ma connaissance, on n'a pas d'évidence que le traitement antibiotique diminue
la leptospirurie, l'excrétion urinaire, que ce soit en quantité ou en durée. Donc on peut toujours le faire, pourquoi pas, mais je pense que si la jument est cliniquement saine, c'est un peu contraire aux bonnes pratiques d'aller la traiter. Sur la jument 2, sur la jument 2, évidemment, elle vient d'avorter. Elle a forcément plein de leptospire, elle va sécréter, elle va avoir des sécrétions pendant quelques jours encore, etc. Je pense que c'est quand même plus judicieux de la traiter, mais là encore, c'est peut-être pas une obligation. Pardon ? Oui, elle était ictérique. Oui, elle était plus clinique que la première. Oui. Oui, tout à fait. L'isolement est évidemment toujours valable. Surveiller la jument 3, c'est évident, surtout Chiari di Cache. Et donc, quelle mesure de prévention me proposes-tu ? On a déjà la réponse. Ah oui, non. Oh là 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 là. Là, je suis mal. Là, il me faut une intervention extérieure. Comment je... Celle qu'elle leur dit. Oui. Elle va te le remettre. Là-haut aussi, ils ont des gants. Il n'est pas génial, hein, ce truc. Donc, je décide de mettre la jument, c'est pas moi qui l'ai écrit, de mettre la jument 2 sous traitement à l'aide d'un antibiotique adapté. Alors là, on laisse l'antibiotique évidemment. adapté. Là aussi, je pense qu'on n'a pas de consensus, il n'y a pas d'évidence. On connaît, c'est à peu près sensible à tout. Dans la littérature, on voit à peu près tout. La pénicilline, la streptomycine, l'oxytétracycline. Oui, mais enfin, ma femme, elle ne fait pas les intraveineuses. Donc, les associations pénicilline, streptomycine. Oui, mais il n'y a plus de pénicilline. C'est pas top. Et après, on va passer dans les antibiotiques critiques. Je me débrouille. Bon, tu te débrouilles. Et là, on a isolé un germe. Donc, je pense que on peut, si on veut utiliser le ceftiofur, par exemple. Moi, je trouve que c'est assez. C'est pas. Il n'y a pas d'antibiogramme, mais on fait pas d'antibiogramme de toute façon. On n'a qu'une PCR, mais on a un petit dossier clinique quand même. Et tu me proposes pas de faire une injection de Carbésia ? Parce que nous, dans les trotteurs, on utilise souvent le Carbésia. Vous faites ce que vous voulez, mais pour traiter la maladie de Lyme. Non, oui. Quand ils sont pas bien, on fait du Carbésia. Quand ils mangent pas la gamelle, on fait du Carbésia. Je pense qu'elle sera pire après. Alors, lors du suivi 20 jours plus tard, la jument va bien, elle n'a plus de fièvre, mais je ne sais même pas si elle en avait au début. Mais quelles mesures de prévention de la leptospirose vais-je te proposer ? Oui. Alors, limiter l'accès à des points d'eau naturels et eau stagnante. Je pense qu'on est tous d'accord. Dépister l'intégralité des chevaux présents. Non, pourquoi ? Trop cher. Trop cher. Non, mais il y a une telle diversité et une telle séroprévalence que de toute façon, dans les élevages américains où il y a beaucoup de leptos, etc., ils ont jusqu'à 75% des juments qui sont séropositives. Donc de toute façon, ça n'aurait aucun effet discriminant. Hein. Éliminer les rongeurs et limiter la formation d'habitats naturels des rongeurs. Donc les ragondins, tu peux sortir. Oui, puis là aussi, il y a des organismes agréés qui s'occupent très bien de ça. Bon, parfait. Nourrir et abreuver les chevaux dans des contenants propres et isolés du sol. On est d'accord. Stocker les aliments dans des conditions d'hygiène rigoureuses. Oui. On est d'accord. Et abattre les équidés suspects. Tu es d'accord ? Moins d'accord. Ah oui, c'est ça. Oui, s'ils sont bien assurés. Oh là là là, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc voilà, je pense qu'on a tout répondu. Alors, qu'est-ce qu'on retient sur la lepto ? Donc, c'est une cause rare d'avortement chez les équidés. Claire nous a dit 1% des avortements infectieux qui représentent moins de 50% des avortements. Donc, ça, c'est quand même pas super J'ai pas de chance quand même. Banal. Oui, t'es pas vénard. Les symptômes sont non spécifiques, voire absents.
Le portage asymptomatique est possible avec excrétion des bactéries dans le milieu extérieur. Donc ça, c'est un vrai souci, hein, parce qu'en plus, là non plus, on n'a pas tellement de données précises sur la durée d'excrétion de leptospire dans l'urine. Hein. Ça va jusqu'à 16 ou 17 semaines, je crois, hein, suivant les... Dans la littérature, il y a un peu de tout, hein, mais ça peut être... Enfin, en tout cas, les juments, il faut les garder isolés à un bon moment. La lutte contre les rongeurs, c'est vraiment l'élément majeur de la prévention. Mais tout ce qui est hygiène générale, puisque de toute façon, ça passe par les litières souillées. Donc, ne serait-ce que le simple curage régulier des box, c'est déjà une mesure importante. Hein. Et puis, l'entretien des prairies pour avoir le drainage, etc., pour ne pas avoir trop d'eau stagnante. Les autres mesures de précaution contre la leptospirose, le traitement des porteurs. Qu'est-ce qui a mis ça? Bon, ça m'a échappé, ça. La désinfection des locaux contaminés, ça, bah oui, c'est important. Avec l'urine, oui, je pense que c'est ça. Hein. Je pense que c'est ça, pour essayer quand même au minimum de diminuer la leptospirurie. La désinfection des locaux contaminés, évidemment, et la vaccination des animaux de compagnie, c'est pas... Bon, c'est une précaution. C'est une précaution, hein, c'est une zoonose, mais bon, les chiens peuvent l'attraper, mais ils peuvent aussi éventuellement la transmettre. Hein, donc, c'est transmissible à l'homme, c'est à ne pas oublier. Donc, bah, du coup, pas de power vote, pas d'huîtres. Une jument porteuse de la leptospirose donc contamine la parcelle par l'urine. La parcelle est contaminée pendant combien de temps? Et est-ce que d'autres juments peuvent être contaminées à nouveau? Je crois que les leptospires vivent longtemps dans le milieu extérieur. Si les conditions de vie de type Normandie ou Bretagne sont réunies, les leptospires peuvent vivre très longtemps. Ça va jusqu'à 6 mois dans la boue et les facilement. Oui, non, mais là, je parle de l'herbe. De l'herbe. Mais l'herbe, si elle est un peu dans l'humidité... S'il y a du soleil, ça dure 24 heures. Et dès qu'elles sont... Et le gel aussi, ça n'aime pas trop. Hein. Oui. Ce qui se passe, ça passe à travers des micro-lésions de la peau. Hein, c'est une contagion indirecte, hein, et éventuellement par la bouche. Toutes les muqueuses. Toutes les muqueuses. Donc c'est pas non plus, c'est pas comme la rhinopneumonie ou la grippe. Hein, ça passe pas, c'est pas dans l'air. Mais voilà, un homme, nous on peut l'attraper assez facilement. À travers une petite plaie sur une main. Voilà. Sinon, c'est plusieurs mois. Une pâture contaminée, je pense que c'est plusieurs mois. Si les conditions... Voilà. Mais ça dépend de la saison. Si à l'été, avec la chaleur, ça va les éliminer. Voilà. Mais il faut éviter que si on laisse des rongeurs, des ragondins, tout ce genre... Il y a toute la faune sauvage aussi, les renards. Si on les laisse continuer à entretenir le cycle, il faut arriver à rompre le cycle, je pense. C'est la dernière. Ça sera la dernière question. Hein. Bah, du coup, c'est un peu pour étendre le sujet suite à ce que vous venez de dire, mais justement, comme la démarche pour rompre le cycle. Parce qu'on a des clients comme ça qui sont embêtés, où c'est un peu, même plus qu'endémique dans leur élevage, quoi. Donc, on a un peu de mal à leur proposer une gestion globale. Je pense que si oui, ouais, enfin, voilà, si on a une rivière ou une mare, évidemment, il faut complètement limiter l'accès à la rivière et à la mare. Si un pré est humide, il faut si c'est possible, le drainer. Sinon, on peut en région. Problème. Si c'est vraiment des paddocks marécageux, il faut les utiliser l'été, et puis c'est tout. Et les rongeurs sont gérés? Il faut pas, dès l'automne, il faut arrêter de s'en servir. Je pense pas qu'il y ait de données. De toute façon, ça suffit pas. Non, ça va pas. Je pense pas que ça suffise parce que. Si, puisqu'il y a un vaccin maintenant qui est disponible aux États-Unis.
Maintenant, il est efficace contre un sérovar. Et bon, alors alors il y a certaines régions des États-Unis où ce sérovar-là est majoritaire, Pomona, mais en fait il y a d'autres régions où il y a du Grippo typhosa ou du Bratislava. Donc ce vaccin ne protège pas. Donc c'est une avancée sans être une avancée, quoi. Et puis pour l'instant, de toute façon, on n'a aucun recul sur la prévention des avortements et de l'uvéite, parce que c'est aussi quand même le problème numéro 1 de la leptospirose, c'est quand même les uvéites récidivantes, hein.